Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Crédit Agricole? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc ici, on va commenter les résultats ici du troisième trimestre. Je dis même commenter les résultats. On va juste faire une mise à jour par rapport à la première évaluation, à l'évaluation qu'on avait fait ici précédemment. Donc vous remarquez c'est la troisième vidéo sur cette entreprise aussi. D'accord. Bon, c'est il faudrait dire une chose, la dernière fois on a parlé, si je pense que c'était aux alentours du premier semestre ici, d'accord. Je vous ai dit que les banques c'est facile, c'est très facile d'analyser une banque, mais c'est très complexe, d'accord. Enfin, c'est facile et complexe en même temps. Facile pourquoi? Parce que c'est quelques métriques que vous prenez en considération. Et c'est complexe dans le sens où, en fait, comme dans toute entreprise, hein, les résultats que vous obtenez ici aujourd'hui sont généralement, si vous ne les prenez pas si vous les mettez pas en relation par rapport à l'environnement dans lequel évolue l'entreprise ici, vous allez faire, il y a de fortes chances que ce ne soit pas un investissement rentable à long terme. Parce que décortiquer les états financiers les rapports financiers, même pas les états financiers, les rapports financiers d'une banque, en tout cas pour moi, hein, je ne sais pas pour vous, mais c'est vraiment un casse-tête. Donc je vous dis, si vous êtes investi sur une compagnie bancaire et que vous n'avez jamais lu les rapports financiers, franchement, vous devez commencer à le faire maintenant. OK? Je dis bien maintenant. Ne regardez pas le dividende ni quoi que ce soit parce que ce sont des trucs qui sont variables, qu'on peut couper du jour au lendemain. Donc, la banque ici, il faut savoir à qui est-ce qu'elle prête de l'argent. Est-ce que ces personnes-là sont solvables? Je vous prends un exemple simple et bête. Admettons que nous avons une entreprise ici comme Crédit Agricole qui a prêté de l'argent uniquement à des employés de Facebook. Maintenant que Facebook c'est un exemple, hein. Bon, je l'appelle toujours Facebook alors que c'est Meta. Bon, on va dire Facebook. Maintenant que Facebook disons que elle a prêté de l'argent aux GAFAM. D'accord, donc Facebook, Amazon, Netflix, etc. Maintenant que ces entreprises-là sont en train de licencier maintenant du personnel, elle a prêté de l'argent disons, aux employés de ces entreprises-là. D'accord. Maintenant que c'est pour X ou Y raison, maintenant que ces entreprises-là sont en train de licencier du monde, vous voyez que la banque va être impactée négativement dans le sens où elle a prêté de l'argent à des personnes qui avaient un emploi à peu près sûr, d'accord, un emploi à peu près sécure, enfin, je ne dirais pas sécure, d'accord. Donc, maintenant, si on vire ces personnes-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils auront du mal à payer peut-être ici leur rembourser les prêts. D'accord. C'est un exemple, c'est tout bête. Juste pour nous ramener ici, par exemple, quand on va en France, à qui est-ce que Crédit Agricole prête de l'argent? Est-ce qu'elle prête de l'argent en majorité aux entreprises, aux ménages? Si c'est parmi les ménages, c'est quel type de prêt qu'on fait? Est-ce que c'est par rapport à l'immobilier? Est-ce que ce sont des trucs, des prêts à la consommation? Est-ce que ce sont est-ce que c'est pour les études? Donc, il faut regarder ça. Quel est le taux pas le taux de remboursement, mais quel est comment on appelle encore ça? Quel est le pourcentage d'actifs non performants par rapport aux prêts? D'accord. Quels sont les gens qui ne remboursent pas à temps? Donc, c'est-à-dire les actifs non performants, généralement, je pense que c'est 30 à 60 jours par là. Donc, ceux qui ont raté une échéance de paiement ici, donc enfin, de plus de 30 jours. Donc, généralement, c'est quelque chose à aller regarder parce que les choses peuvent aller ça peut tourner au vinaigre très rapidement. D'accord. Très, très rapidement. Et encore, la culture d'entreprise est importante et un management doit être de qualité dans les banques. Je vous ai dit la dernière fois sur la vidéo concernant Crédit Agricole, j'avais écouté le manager ici, etc. Je n'ai pas la prétention de penser que je peux déceler l'honnêteté en écoutant quelqu'un, mais la façon dont il parle, les informations sur lesquelles il accorde plus de valeur, pour moi, ça me parle directement dans le sens où il dit ceci, que la banque, en fait, son business principal, c'est gérer le risque. C'est la chose la plus importante pour une banque. C'est la gestion du risque. Et moi, quand ça tombe dans mes oreilles, je dis que c'est parfait. Parce que je pense la même chose. C'est gérer le risque. Parce que voilà, les périodes de hausse et de baisse, etc., ça va arriver. Et il faut pas, et je vous ai dit la dernière fois, ne pensez pas au fait que les taux d'intérêt vont augmenter, les banques vont faire beaucoup d'argent. Non, 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 non. Les taux d'intérêt vont augmenter. Oui, les banques peuvent faire beaucoup d'argent, mais attention, une banque ici, pour les épargnants, c'est une bonne chose, ceux qui vont aller donner leur argent à la banque ici, d'accord. Donc, c'est-à-dire elle a accès ici à du capital presque gratos, ok. Donc, c'est-à-dire que vous aurez tendance à plus épargner, enfin, pas tendance à plus épargner, mais les placements, les placements, les épargnes ici seront mieux rémunérés, peut-être ce qui pourra encourager les gens à déposer plus d'argent, entre parenthèses. Mais également, il faut voir de l'autre côté qu'on prête de l'argent à qui? À des ménages, à des entreprises. Ils seront moins enclins à venir chercher du crédit
parce que les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc, il y aura une réduction des volumes. La réduction des volumes sera peut-être compensée par les taux d'intérêt, mais ça, c'est juste du peut-être. Donc, il ne faut pas penser comme ça. D'accord? Il ne faut pas penser comme ça. Et vous pouvez aller écouter le manager en question. La vidéo, je pense que je vous l'avais mentionné dans cette vidéo aussi. Voilà, il vous a clairement dit les choses. Donc, ce qui fait que quand on parle de rapport financier du premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, excusez-moi, mais je ne vais pas les lire. Pas parce que je ne veux pas. En fait, pas parce que je ne veux pas, mais c'est parce que ça va me prendre trop de temps. Je préfère être honnête avec vous. Ça me prend trop de temps pour décortiquer. Je n'investis pas dans les compagnies bancaires, ni les compagnies d'assurance d'ailleurs. Enfin, la seule entreprise où j'accorde, où je peux faire une certaine, comment on appelle ça? Voilà, c'est un peu celle qui a un peu carte blanche, c'est Berkshire Hathaway, uniquement Berkshire Hathaway, parce que ça reste une compagnie d'assurance ici. J'ai confiance au management et voilà, ça me parle. Mais pour le reste, en fait, je n'ai jamais prêté attention ailleurs que cette entreprise-là. Donc, les compagnies bancaires ici, l'évaluation qu'on va faire, c'est facile. On va regarder quoi? On va regarder le Core Tier 1 ratio ici. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que quel est le pourcentage d'actifs ici qui est liquide. C'est-à-dire que si si demain on demande à la banque ici de nous donner une certaine somme en liquide, voilà ce qu'elle peut nous donner rapidement. D'accord? Donc, généralement, ici, voilà, c'est une réglementation. Donc, en Europe, c'est 10% de vos actifs doivent être liquides. Donc, on doit pouvoir y accéder rapidement. D'accord? So, on doit regarder si elle respecte, si au niveau du Core Tier 1 ratio, elle est aux normes. On doit également regarder le return on equity est très important pour les compagnies financières. D'accord? Return on equity, c'est très important. Je n'utilise pas le return on equity, par exemple, sur les compagnies comme Apple ou etc. Non, je n'utilise pas ça. Parce qu'il y a beaucoup d'intangibles. Je préfère encore le return on tangible equity, si vous voulez. D'accord? Et encore, je pourrais encore l'arranger d'une certaine façon. Donc, le ROE, il faut absolument l'utiliser sur les banques. Je dis bien absolument. Donc, généralement, on va chercher une banque qui a un ROE supérieur ou bien qui se rapproche du 10%. Tout ce qui est inférieur, vraiment, ça commence, il faut poser des questions. OK? Donc, c'est toujours à comparer, par exemple, avec ce qui se passe dans l'industrie. Et il faut également voir quel type de banque on a. Est-ce qu'on a une banque d'investissement? Est-ce qu'on a une banque commerciale? Donc, je ne vais pas revenir dessus sur les banques. On a déjà parlé. Si vous regardez les différentes vidéos sur les banques ici, j'ai clairement détaillé tout ça ici. Je ne sais pas si je l'ai dit à la première vidéo qui a duré plus de 20 minutes ici, mais on va aller ici droit au but. OK? L'entreprise ici intéresse beaucoup de monde tout simplement parce qu'elle verse un gros dividende. Et je vais revenir dessus pour dire que le dividende ici, il est uniquement safe si et seulement si l'entreprise a les moyens de continuer à le faire année après année. Donc, c'est-à-dire que les revenus, les bénéfices nets doivent être stables. Ici, il n'y a pas de free cash flow. Ce sont les bénéfices nets qui comptent. Il ne faut pas aller regarder les free cash flow et les bidas quand vous regardez une banque. Non, 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 non. Ici, on regarde les net income directement. Donc, est-ce qu'elle a les moyens d'au moins maintenir ses bénéfices nets stables? C'est la question qu'il faut se poser. Vous pouvez dire oui, non, etc. Mais ça va également de pair avec le fait de dire est-ce que les prêts, est-ce qu'elle prête de l'argent à des gens qui sont solvables ou bien à des entités qui sont solvables. Donc, c'est vraiment un 360. Donc, on ne va pas juste se limiter au rendement du dividende, il est croissant, Non, non, non. C'est bien, ça c'est juste de l'information, point barre, d'accord? Parce que ici, si vous investissez pour le dividende, c'est parce que vous allez avec le postulat selon lequel le dividende va au moins rester stable pour les années à venir, avant même d'être croissant. Et si on planche sur la stabilité du dividende, on planche sur la stabilité avant tout des bénéfices nets. Et si on planche sur la stabilité des bénéfices nets, on parle également de la stabilité avant tout de l'entité, de l'entreprise. Et si on planche sur la stabilité de l'entreprise, qu'est-ce qui pourrait rendre cette entreprise instable? C'est le fait qu'elle gère mal, ses risques. OK? Donc, si vous détenez du crédit agricole présentement, je ne cesserai jamais de dire, de vous encourager à lire les rapports financiers ici. Franchement, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire ici avant même d'y investir. Maintenant, si vous n'avez jamais lu les rapports financiers de l'entreprise et que vous êtes quand même investi ici, j'espère que vous n'avez pas mis une grosse partie de votre portefeuille ici, d'accord? Dans le sens où ça reste quelque chose d'assez risqué. Je ne dis pas que le crédit agricole est très, très risqué, mais c'est risqué d'investir pour le long terme sans lire les rapports financiers. OK? Donc, si vous investissez sans lire les rapports financiers, au moins vous pouvez à peu près gérer votre risque en réduisant la pondération d'une entreprise dans votre portefeuille. Enfin, c'est comme ça que je pense. Hein.
Et je ne dis pas que je lis tous les rapports financiers. Parfois, quand je peux spéculer, je peux m'accorder des spéculations, par exemple. Je peux le faire avec du Alibaba parce que je trouve que les rapports financiers d'Alibaba sont trop compliqués. Si vous regardez le rapport financier d'Alibaba, vous allez voir, c'est des centaines et des centaines de pages. Il y a beaucoup de sous-entités. Franchement, je prends ça dans l'enveloppe spéculation et je sais que bon, c'est de l'argent que je peux payer. Ça, c'est un exemple, hein. Je ne vous demande pas de faire ça ici parce que vous pouvez avoir une poche spéculative, c'est tout complètement normal. Vous pouvez spéculer voilà, sur le fait que voilà, les, les, la Chine va revenir à de meilleurs sentiments, etc. Peut-être même certaines personnes investissent en Russie. Mais bon, ça, c'est une parenthèse en passant. Donc, pour les rapports financiers ici, je fais simple. Hein. Comme d'habitude, je viens ici, je regarde. Première chose que je vais regarder ici, c'est le tangible book value per share, donc les actifs tangibles nets par action. Est-ce qu'ils sont stables ou ils ont baissé par rapport à la dernière fois? Je prends par rapport à l'année ici, vous constatez que depuis le début de l'année, ils ont baissé. Au début de l'année, on était à 16 euros l'action. Aujourd'hui, on est à 15 euros l'action. Ça, déjà, ce n'est pas une bonne information. Mais encore, il faut coupler cela avec les... Ça peut être dû au fait que peut-être le nombre d'actions a augmenté, je ne sais pas. Maintenant, on va regarder le book value même, sans prendre en considération par action, le ratio par action. On va le regarder en termes de volume net. Vous constatez ici que les volumes également ont baissé. Ça peut sembler anodin ici, c'est juste 3 milliards, mais attention, c'est important. Parce que c'est vrai qu'il y a des zigzags normalement, mais je prends par exemple une autre entreprise ici. On va prendre ici Goldman Sachs. Vous remarquez que ça reste la même chose sur Goldman Sachs. Alors, qu'est-ce qu'il faut privilégier ici? C'est le fait que il faut rechercher uniquement des entreprises qui augmentent leur tangible book value par action année après année, ou bien le tangible book value en réel, en termes de volume, année après année. C'est important, d'accord? Parce que plus une entreprise a de l'argent, mieux c'est. En fait, c'est ça la véritable valeur de l'entreprise ici aujourd'hui. D'accord? Ce sont les actifs tangibles nets par action. Donc, par exemple, si vous voulez évaluer du Berkshire Hathaway, ce sont les actifs tangibles nets par action que vous allez regarder. Une compagnie d'assurance, ce sont les actifs tangibles nets par action que vous allez regarder. Donc, il faut privilégier une compagnie qui a des actifs tangibles nets par action qui augmentent année après année. Oui, on peut avoir une baisse comme une diminution, comme ici, mais ça peut arriver. On a déjà eu ici, on a déjà eu ce genre de variation plusieurs fois dans le passé ici. L'essentiel, c'est qu'on doit savoir pourquoi est-ce que ça a diminué. D'accord? Est-ce que la raison est valable? OK? So, ici, on est à 45 milliards au total. D'accord? Pour le book value. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on prend en considération? Qu'est-ce qu'on regarde également? Je veux regarder le return on equity. D'accord? Return on equity. Je recherche quelque chose qui est aux alentours du 10% en moyenne. OK? Donc, return on equity ici. Donc, je prends sur les 12 derniers mois. D'accord? Je vois ici que sur les 12 derniers mois, voilà quoi, c'est... Je vais prendre la moyenne de cette entreprise ici. On va essayer de voir si on est au-dessus ou en dessous de la moyenne. Donc, vous voyez déjà que le return on equity de cette compagnie-ci n'est pas extraordinaire. D'accord? Il faut rechercher quelque chose qui se rapproche du 10% ici. Ce n'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas pire non plus. Mais voilà, franchement, il y a encore du travail à faire. Mais on vient quand même de loin. Donc, on a un return on equity ici par rapport à la moyenne sur les 20 dernières années qui est plus élevé. On se rapproche du 8%. C'est bien. C'est une bonne information. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut regarder en supplément? Les actifs tangibles nets, les actifs non performants par rapport au total des prêts. D'accord? Donc, par rapport à toute l'enveloppe de prêts ici, quel est le pourcentage de prêts qui est présentement à risque? Et vous allez voir ici 1,25%, une diminution par rapport à ce qu'on a connu pour le trimestre précédent ici au mois de juin. Donc, c'est une bonne information également ici. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est clairement en dessous de la moyenne ici de l'entreprise. D'accord? Ça, c'est la moyenne pour l'entreprise. Puis, il faut également regarder la moyenne de l'industrie, etc. En moyenne, l'entreprise ici, sur les 10 dernières années, c'est du 3%. D'accord, d'actifs non performants, mais vous constatez ici que depuis à peu près 2017, on connaît à peu près quelque chose en dessous du 3%. Donc, depuis 2017, ici, on est aux alentours de 2%. C'est une bonne chose. Ça veut dire que le management ici travaille à prêter de l'argent aux gens qui sont solvables. Donc, le risque est assez bien géré. Vous pouvez regarder ces actifs tangibles nets par action par rapport aux... Pas les actifs tangibles, excusez-moi. Vous pouvez regarder les prêts non performants par rapport à l'ensemble des prêts et également les prêts non performants, d'accord, par rapport à l'ensemble des actifs. D'accord? Donc, vous regardez ici, on est à 0,56. C'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, si les prêts non performants
Quand on dit qu'un prêt non performant, ça ne veut pas dire qu'il ne sera peut-être pas remboursé. Ça peut peut-être dire que la personne a peut-être des problèmes temporaires ici aujourd'hui. Donc, il n'a peut-être pas eu la possibilité de pouvoir rembourser les intérêts à temps, mais ça pourrait changer également. Donc, si les prêts, les 1,50% de prêts non performants qu'on a ici venaient à être comment on appelle ça, dépréciés en totalité, donc si l'entreprise encaissait une perte par rapport à ça, on aurait eu une perte totale par rapport aux actifs nets, donc les actifs nets ici, de 0,56%. C'est également bien de voir ce ratio-là par rapport aux actifs tangibles par action. OK? Donc, voilà à peu près le genre d'exercice que vous pouvez faire ici, d'accord? Donc, si vous pouvez également regarder les provisions ici les provisions ici de crédit par rapport aux actifs non performants ici. Donc, l'entreprise a provisionné combien? Donc, on est ici aux alentours de 74%, dont les 1,56% ici sont couverts, sont déjà provisionnés à 74%, c'est-à-dire que l'entreprise, sur ces 1,50% ici, elle est prête déjà, elle a déjà provisionné une perte par rapport à ses actifs de 74%. Je pense que j'espère que vous me comprenez à peu près à ce niveau-là. Bref, les métriques qu'il faut regarder, c'est tangible book value, le return on equity, les non-performing loans par rapport aux assets et ainsi que par rapport aux prêts même. Donc, et à peu près essayer de voir si le core tier 1 ratio ici est respecté. Donc, normalement, ici, comme je l'ai expliqué tantôt tout à l'heure, c'est à peu près, ça vous permet d'identifier, ça vous permet de pouvoir dire ici, une entreprise ici, quel serait le pourcentage des actifs qui sont extrêmement liquides ici. D'accord? De manière réglementaire, ici, une entreprise doit avoir, en Europe, en tout cas, c'est du 10% au moins. Ici, on est à 12% et plus, donc c'est déjà bien. On est au-dessus de la moyenne ici. OK? Donc, en termes d'évaluation, qu'est-ce qu'on fait? Je prends ici le price to tangible book value. D'accord? Où est-ce qu'il est ici? Price to tangible book value. On a l'information. Voilà. Maintenant, je prends la moyenne. En moyenne, ici, je pense à la dernière vidéo, c'était 0,8 fois. Ici, c'est 0,9. Sur les 20 dernières années, c'est 0,9 fois. Donc, le marché paye généralement 0,9 fois les actifs nets par action. D'accord? C'est-à-dire 90% des actifs nets par action. Donc, si vous voulez évaluer cette entreprise ici aujourd'hui, sachant que le tangible book value, je pense même que ce tangible book value pourrait être modifié un tout petit peu parce que la banque ici dit qu'elle a des actifs tangibles nets par action de 13 euros par là. Et ici, on a une information nous stipulant qu'on est à 14,97 €. En tout cas, il faut aller regarder. Je préfère me fier à ce que la banque dit ici. Donc, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas juste se limiter aux agrégateurs ici parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait enlever, on pourrait également modifier ici. D'accord? Ça, c'est juste pour avoir l'information rapidement. Donc, sur les 10 dernières années, le marché paye 0,8 fois. D'accord? Les actifs, les tangible book value. Je vais prendre 0,8 fois, soyons conservateur. On fait 14,97. D'accord? Fois 0,8. Ça veut dire ici que la valeur de l'entreprise est aux alentours des 12 euros par là. D'accord? Aux alentours des 12 euros par là. Donc l'entreprise serait sous-évaluée ici en date d'aujourd'hui. Vous pouvez vous dire que ouais, mais ce n'est pas énorme. Mais attention, dites-vous que nous avons une entreprise ici, on parle ici du tangible book value. D'accord? Nous avons une entreprise ici qui a des bénéfices nets également par action. OK? Donc quand on prend ici les net income, je prends les net income ici. Je les prends je vais les prendre ici en moyenne, hein, juste pour faire simple ici. On prend les net income en la médiane ici. Sur les 10 dernières années, elle rapporte à peu près 2,87 milliards. D'accord? Ici, sur les 20 dernières années, elle a rapporté 2 milliards en moyenne. Actuellement, on est à 4 milliards 776 en tout cas. D'accord? Et vous constatez que sur les 5 dernières années, on est à près de 4 milliards en moyenne sur les 5 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait 4 milliards, etc. Voilà les questions qu'on doit se poser. Admettons maintenant que la banque ici vous distribue la totalité des 4 milliards en termes de dividendes. D'accord? Par rapport à la capitalisation boursière ici, vous aurez à peu près un rendement de 13%. Ce qui nous permet de dire ici que le dividende en lui-même, il est assez safe aujourd'hui. OK? Donc, actuellement, elle verse un dividende de l'ordre de, je pense ici, enfin, en me fiant à ce que Google mentionne ici, parce que personnellement, pour moi, ce n'est pas si important que ça. Donc, je pense que vous êtes assez fort pour aller déterminer quel est le rendement du dividende ici. Moi, mon rôle, c'est de déterminer ici, aujourd'hui, si le dividende est à peu près safe ici. Donc, je pense qu'il est safe, qu'il soit de 8%, 9%, 10%, il est assez safe ici parce qu'on constate qu'en réalité, on peut avoir du 13% maximum. Et ça, je prends par rapport à la moyenne. Parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose de bien plus élevé que ça si on prend uniquement les bénéfices nets ici des 12 derniers mois. OK? Donc, Crédit Agricole reste encore une fois safe.
Le dividende, le reste, encore une fois, légèrement sous-évalué. Le dividende également, il est safe, d'accord? Donc, il est sécure. Mais, comme je l'ai toujours dit, il faut absolument lire les rapports financiers si vous voulez investir à long terme. Le management est important. L'entreprise doit continuer à augmenter ses actifs tangibles nets par action parce que c'est de là que découle la valeur de l'entreprise ici à la fin de la journée. Hormis le fait qu'elle ait une politique de crédit ici assez responsable, d'accord? Donc, c'est à peu près ça que je pourrais dire par rapport à Crédit Agricole ici. On reste toujours sur quelque chose d'assez intéressant ici sur le plan quantitatif. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.